Économie Le Max sur i24 News, soyez les bienvenus. Au sommaire aujourd'hui, faut-il croire la Commission européenne lorsqu'elle affiche son pessimisme quant au déficit public de la France? Les prévisions publiées hier par Bruxelles contredisent les promesses du gouvernement. Anthony Benhamou nous livrera son analyse. Des milliards de dollars brassés quotidiennement par des algorithmes, des programmes informatiques dont l'efficacité va souvent bien au-delà de celle des traders les plus talentueux. Aucun centime, aucune seconde ne doit être négligée. Découverte dans un instant du trading automatique. Et puis son nom a fait le tour du monde la semaine dernière et surtout celui de son application WhatsApp. Facebook avait refusé de l'embaucher en 2007. 7 ans plus tard, c'est ce même Facebook qui rachètera son produit pour 19 milliards de dollars. Portrait de Yann Koum dans quelques minutes. Voilà pour les titres, merci d'être avec nous. Un coup d'œil pour commencer sur l'essentiel de l'actualité. D'abord cette question, est-on en train d'assister à l'explosion d'une bulle, celle du Bitcoin? Ces derniers mois, cette monnaie virtuelle a vu son cours s'envoler, mais depuis hier, le site japonais Mangox, la plus ancienne plateforme d'échange de Bitcoin, est inaccessible. Une page blanche et un préjudice qu'on évoque autour de 300 millions de dollars. À l'origine, semble-t-il, une faille de sécurité. Quelques heures auparavant, la valeur du Bitcoin avait plongé sur le site, 135 $ hier contre plus de 900 le mois dernier. L'inquiétude grandit parmi les utilisateurs de Mangox. Leur argent est introuvable, d'autant que le Bitcoin ne fait l'objet d'aucune régulation, ni gouvernement, ni banque centrale. Né il y a 5 ans, son émission et son transfert se font uniquement, on le rappelle, via des codes cryptographiques. Beaucoup d'inquiétudes aussi du côté de la Chine. Hier, nous vous parlions de la chute de sa monnaie, le yuan. Cette fois, c'est la bourse de Shanghai qui envoie des signaux alarmants. Pire séance en 7 mois mardi pour l'indice chinois en retrait de plus de 2%. Un 4e jour consécutif de baisse avec en toile de fond les craintes d'un éclatement prochain de la bulle immobilière. La hausse des prix de la pierre ralentit dans ce secteur clé aujourd'hui de l'économie chinoise. Plus globalement, c'est la tendance actuelle de l'économie chinoise qui préoccupe, à l'image du recul de la production manufacturière. Et en Europe, qu'on se le dise, l'atmosphère est à l'optimisme, en tout cas au moins à Bruxelles. La Commission européenne a publié hier ses prévisions économiques pour 2014 et 2015 et elle prédit pour la zone euro une accélération de la croissance, 1,2% cette année, 1,8% l'an prochain. Alors ce redressement reste fragile et inégal, l'inflation et le chômage restent loin des objectifs, mais on veut retenir surtout cette impulsion positive. C'est une bonne nouvelle que l'activité économique a également commencé à se renforcer dans les pays vulnérables. La différence de taux de croissance entre les pays devrait réduire entre 2014 et 2015. Voilà, propos tenus hier à Strasbourg. Et puis un détour par le Ghana où le président John Dramani Mahama a été hué hier au Parlement alors qu'il annonçait de nouvelles mesures pour diversifier une économie encore trop dépendante de l'or, du cacao ou du pétrole et pour stabiliser aussi une monnaie qui a perdu un quart de sa valeur face au dollar l'an dernier. La hausse du coût de la vie suscite des remous au sein de l'opinion publique. Le président veut promouvoir l'industrie locale et conforter son pays en tant qu'étoile montante en Afrique de l'Ouest. Les experts prédisent une croissance au Ghana de plus de 6% pour les 10 prochaines années. Et on s'intéresse à présent aux prévisions de la Commission européenne. On en parlait à l'instant avec la croissance. Prévision concernant cette fois le déficit public de la France. Pour Bruxelles, il restera nettement au-dessus de l'objectif de 3% du PIB en 2015, malgré les promesses de Paris qui annoncent 2,8%. On écoute la réaction du ministre français de l'économie. La Commission européenne a fait une évaluation qui est à politique constante et qui ne tient pas compte, par définition, des mesures que nous pourrons prendre, par exemple, dans le cadre du pacte de responsabilité. Donc, c'est dans une approche constructive et sereine que je poursuivrai la discussion avec la Commission européenne. Et Anthony Benhamou est avec nous en liaison depuis Paris, économiste pour ACDFI, enseignant à Sciences Po. Bienvenue à vous. Bonjour David. Merci d'être avec nous. Alors pour Pierre Moscovici, on l'a vu, Bruxelles ne tient pas compte dans ses calculs des réformes annoncées récemment par François Hollande. Il a raison de penser que Bruxelles est trop sévère envers Paris? Écoutez David, il s'agit en fait d'une bonne vieille rengaine politique de dire que la politique économique française n'est pas comprise. Mais là, Moscovici va encore plus loin et pratique selon moi de la malhonnêteté intellectuelle. Du déni. Son discours tient en fait en Pardon ? Du déni peut-être. Du déni, oui, du déni. Écoutez, son discours tient en 3 temps. Tout d'abord, il vous dit que Bruxelles ne sait tout simplement pas compter.
Voilà, Bruxelles ne sait pas compter. Il faut absolument établir un dialogue rapidement pour justement comprendre les écarts de prévision entre la Commission et la France. Il vous dit dans un deuxième temps, non seulement Bruxelles ne sait pas compter, mais en plus Bruxelles fait des erreurs de méthodologie. Puisque Bruxelles ne tient pas compte des politiques actuelles de réduction de dépenses. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, personne n'est en mesure de chiffrer le montant des coupes budgétaires annoncées par le gouvernement français. Ouais. Il y a également un troisième point dans le discours de Moscovici, c'est de dire Bruxelles en fait se trompe de cible. Le mauvais élève, ce n'est pas la France. En fait, le problème, c'est l'Allemagne. Ce sont les excédents allemands. Les excédents allemands, selon Moscovici, fragiliseraient la reprise économique. Alors, on savait les hommes politiques culottés. Mais là, vraiment, à mon sens, c'est vraiment à croire que l'humilité n'est pas enseignée à l'ENA. Ouais, 2,8 selon Paris, 3,9 en 2015 pour Bruxelles. Alors il y a aussi une question qui se pose souvent autour de la fiabilité de ces estimations quand même, de ces prévisions de la Commission. Est-ce que dans les milieux économiques, on est d'accord avec ces chiffres ? Écoutez, sur les questions de fiabilité, permettez-moi de vous dire que les économistes ont surtout un problème avec les prévisions du gouvernement français plutôt que celles de Bruxelles. Si vous le permettez, revenons ensemble sur la trajectoire budgétaire française en 2013. Première étape, on est en octobre 2012, le gouvernement français vous dit que le déficit public 2013 de la France sera de 3%. Donc là, tous les économistes disent au gouvernement, non, c'est impossible, votre cible n'est pas du tout crédible, il faut revoir votre copie. Le gouvernement a mis 6 mois pour comprendre que ce n'était pas possible et finalement annonce au mois de juin 2013 que le déficit sera plutôt de 3,9%. À nouveau, on dit que c'est déjà un peu plus crédible, mais encore un peu trop optimiste. Finalement, en septembre, le gouvernement annonce 4,1%. Donc on est loin des 3% annoncés initialement. Donc là, on a vraiment un problème sur la fiabilité des prévisions. Et à quelques jours, justement, du chiffre officiel, je peux déjà vous annoncer qu'on sera plutôt autour de 4,3%. Ouais, donc beaucoup de désaccords. Merci Anthony Benhamou pour toutes ces explications. On passe à notre dossier du jour. Allez, immersion à présent dans l'univers des mathématiques appliquées à la finance avec des implications bien concrètes, vous allez le voir. À chaque instant ou presque, des opérateurs de marché virtuels exécutent des échanges en bourse. Alors les marchés financiers peuvent-ils se passer de l'humain ? Ce n'est plus de la science-fiction puisqu'aujourd'hui, plus des 2/3 des transactions financières aux États-Unis sont réalisées par la machine. Nathalie Ardir avec Anthony Lesme. Bienvenue dans le monde du trading automatique. Au lieu de faire appel à un trader, ou pire, un de ces jeunes loups de Wall Street dépeints par Hollywood, vous pouvez supprimer toute intervention humaine. Un algorithme préprogrammé décide des actions à acheter et à vendre. Les fluctuations du marché ne sont pas au centre du programme, ce sont davantage les logiques mathématiques qui prédominent. De plus en plus de hedge funds, de banques d'investissement et de fonds de pension se tournent vers cette nouvelle forme de finance. La plupart du temps, quand les gens font du commerce, leurs émotions, leurs impressions leur donnent une bonne idée. Mais la plupart du temps, non. Et l'ordinateur ne fait pas ça. Il a ses propres règles, seulement celles du marché. Nous rencontrons Aeno First, une start-up qui a innové un algorithme d'auto-apprentissage basé sur l'intelligence artificielle. Dr Lipa Reutemann, spécialisé depuis 20 ans dans l'intelligence artificielle, compare le modèle mathématique des processus chimiques au modèle des marchés financiers. Convaincu d'une certaine similitude, le docteur en chimie a même créé un algorithme qui intègre les aspects de la génétique. Ils sont utilisés pour des processus très difficiles où les règles exactes ne sont pas connues. Ces algorithmes nous permettent d'arriver à une bonne estimation de ce qui se passera au sein du marché boursier. L'algorithme propose 1400 prévisions par jour pour des temporalités à court, moyen ou long terme. Il identifie les fluctuations dans le marché boursier afin de prévoir sa trajectoire. Nos retours en 2013 ont été de 60% contre 29% pour S&P 500. Avec notre algorithme, nous avons battu Standard & Poor's de 31%. La hausse rapide du trading automatique et plusieurs cas d'algorithmes sauvages ont attiré l'attention des gendarmes financiers à travers le monde. La crainte est qu'un nombre excessif de commandes générées dans un court laps de temps pourrait entraîner une volatilité très violente du marché. Un précédent a jeté un froid dans le monde de la finance, le crash éclair du 6 mai 2010. Le Dow Jones avait alors plongé d'environ 1000 points avant de récupérer ses pertes en quelques minutes. Cette chute a été en grande partie attribuable à un type de trading automatique connu sous le nom de trading à haute fréquence.
Au final, il y aura un crash éclair très violent et à ce moment-là, nous en tirerons les conséquences. Mais vu l'état des choses, on se prépare à vivre un mauvais moment, donc les régulateurs se doivent de faire leur devoir. Autre préoccupation, un certain manque de transparence qui donne aux traders un avantage sur les investisseurs particuliers. Fin 2012, plus de 70% des transactions financières américaines étaient déjà effectuées automatiquement par un ordinateur. Une tendance qui va s'amplifiant et on va rester dans le domaine du génie informatique avec ce portrait, ce destin hors du commun, celui de Jan Koum, le fondateur ukrainien de WhatsApp, célèbre service de messagerie mobile. Son application rassemble aujourd'hui 450 millions d'utilisateurs dans le monde entier. Elle a été rachetée à prix d'or la semaine dernière par Facebook qui avait refusé d'embaucher son créateur quelques années plus tôt. Une aventure que nous relate Johanna Citruc. Jan Koum. Son nom ne vous dit peut-être rien et pourtant sa société a fait la une des médias la semaine dernière. Il s'agit de WhatsApp, l'application de messagerie instantanée rachetée 19 milliards de dollars par Facebook. Mais l'émigré ukrainien n'a pas toujours été en haut de l'affiche. C'est à 16 ans, poussé par les troubles politiques dans son pays, qu'il arrive aux États-Unis, en plein cœur de la Silicon Valley. Grâce à un anglais approximatif, il enchaîne les petits boulots, mais son intérêt pour la communication et l'informatique reprend le dessus. Communiquer et rester en contact avec les gens en 1992 était tellement difficile et pénible. Jan Koum étudie donc l'informatique, au début seul et ensuite à l'université. En 1997, il obtient un poste dans une entreprise encore toute jeune, Yahoo. Là-bas, il rencontre Brian Acton qui deviendra son ami et plus tard son associé. En 2007, les deux hommes démissionnent. Jan Koum postule chez Twitter, mais sa candidature n'est pas retenue. Il tente alors Facebook, mais là encore, et ironie du sort, c'est un échec. Il fonde alors WhatsApp en février 2009 et demande quelques mois plus tard à Brian Acton de devenir son associé. Aujourd'hui, la start-up a bien grandi et comptabilise plus de 400 millions d'utilisateurs. Nous parlons uniquement d'utilisateurs actifs, parce que c'est plus important que le nombre d'utilisateurs inscrits. Nous en avons maintenant, je crois, 430 millions, quelque chose comme ça. Un succès international qui repose pourtant sur une toute petite équipe. 25 ingénieurs et une vingtaine de personnes supplémentaires au service client. Et surtout sans l'aide de la publicité. Les consommateurs paient un service directement à l'entreprise. Nous faisons payer le service. C'est un modèle connu depuis longtemps, comme avec les compagnies téléphoniques, les compagnies des eaux ou les compagnies de gaz. Mais la publicité n'est pas la seule chose que Jan Koum refuse. Il ne veut pas non plus entendre parler de l'entrée d'un tiers au capital de sa compagnie. Au printemps 2013, il refuse même une offre de rachat de 1 milliard de dollars de la part de Google. Sage décision, une fois de plus, puisque moins d'un an plus tard, Facebook lui a proposé 18 milliards supplémentaires. Voilà, comme quoi tout est une question de timing. Et c'est l'heure du Media Watch. La revue de presse avec ce chiffre, 49% des salariés français avouent ne pas se laver les mains au travail. Alors un peu de poussière, quelques miettes sur son clavier, rien de grave. Et pourtant, cela a un coût. Bonjour Johanna Citruc. Bonjour David. Alors le manque d'hygiène coûte cher aux entreprises. Oui, et particulièrement en France, puisque le manque d'hygiène aurait coûté 14,5 milliards d'euros aux entreprises françaises en 2013. C'est environ 900 euros par employé. Au Royaume-Uni, ce coût est estimé à 13,7 milliards d'euros et en Allemagne, c'est 12,6 milliards d'euros. Et si la saleté coûte si cher, c'est parce qu'elle fait perdre du temps. Et le temps, c'est de l'argent, surtout dans les entreprises. Par exemple, chaque employé passe en moyenne 2,3 jours par an à nettoyer des toilettes qui ne sont pas propres ou alors en chercher d'autres qui sont plus propres. Ça fait beaucoup. Alors une histoire étrange, on va le dire à présent, celle d'un homme qui publie sur Twitter depuis 3 ans les ragots de l'ascenseur de la banque d'investissement Goldman Sachs et pourtant il n'y travaille même pas. Oui, sur Twitter, donc, comme vous l'avez dit, un homme s'est amusé à raconter les petites phrases prétentieuses, un petit peu dérangeantes, les gossips, comme on dit en anglais, entendus dans l'ascenseur de Goldman Sachs. Il y a par exemple « Ma poubelle mange mieux que 98% de la population » ou encore « Je veux juste être riche au point de ne pas être motivé par l'argent ». Un peu cynique quand même. Oui, c'est même très cynique et pourtant ça semble plutôt plaire aux internautes. 3 ans après sa création, le compte Twitter comptabilise plus de 620 000 followers. Le problème, c'est que selon un article donc du New York Times, l'homme qui gère ce compte, l'homme qui est derrière ce Twitter, ne travaille absolument
absolument pas pour Goldman Sachs. Alors mystère, qui se cache derrière ce compte Twitter? Alors il s'agirait apparemment d'un certain John Lefebvre, 34 ans, qui réside au Texas. Il a travaillé pendant 7 ans pour la banque Citigroup et ensuite pour une start-up à Hong Kong. Il a passé quand même des entretiens pour Goldman Sachs, mais sa candidature n'a pas été retenue. Peut-être qu'il pourrait essayer maintenant au niveau du département marketing. Pourquoi pas. En tout cas, on aura noté cette histoire assez bizarre. Merci Johanna et à demain. À demain. Voilà, fin de cette édition. Merci à vous d'avoir été avec nous. Économie Le Mag revient demain sur i24 News. Un invité, Richard Sidbon, économiste à la Banque d'Israël. Il nous parlera du point de vue de la Torah sur l'économie. Restez avec nous, l'information continue.